Bonsoir tout le monde, bienvenue au dernier webinaire de l'année académique 21-22. C'est moi qui ai la chance de terminer la série de webinaires là, pour cette année. Et ce soir, c'est un webinaire qui répond sûrement à un besoin, puisque vous êtes 90 personnes inscrites, soit en direct, soit en différé, pour en savoir un peu plus sur les nouveautés en diabète. Donc, le programme s'intitule Questions et réponses en diabète. Le programme est accrédité et c'est une variation du programme que j'ai créé avec des collègues pour médecins francophones du Canada. Donc, il est possible que vous voyiez un programme semblable dans une tournée francophone très près de chez vous, mais ce soir, je l'ai modifié un petit peu parce que ça évolue tellement vite dans le domaine du diabète qu'il fallait que j'ajoute des choses intéressantes qui ont été publiées tout récemment. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. Ce soir, ça va être un programme interactif. On va utiliser la fonction poll de Zoom. On va vous faire voter. Donc, on va essayer de rendre ça interactif, même si on est par webinaire. Questions-réponses en diabète. Pourquoi? Parce que c'est en pleine croissance. Malheureusement, la pandémie actuelle va créer une pandémie de maladies chroniques. Et ce qu'on voit maintenant à la clinique du diabète, ce sont des patients qui reviennent parce qu'ils ont gagné le poids perdu, parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler sur le plan de la nourriture, parce qu'ils sont stressés. Et évidemment, on voit l'évolution vers plus de cas de diabète et évidemment beaucoup plus de complications aussi. Donc, c'est important que vous soyez des experts en diabète. Nous, les spécialistes, on va être là pour vous aider, mais on s'aperçoit que nos listes d'attente augmentent et augmentent et augmentent. Avant, je peux voir un patient en 3 mois. Maintenant, ça peut prendre 7 mois, 8 mois avant que je puisse le voir. Vous comprenez pourquoi. C'est la demande qui excède. Puis évidemment, l'accès aux spécialistes est difficile. Donc, ce soir, on va essayer de faire de vous des spécialistes, de vous dire ce qui est nouveau et comment vous pouvez faire une différence dans la vie de vos patients. Parce qu'un jour, il y aura 700 millions, 800 millions de patients avec diabète type 2 dans le monde. Il faudra savoir bien les prendre en charge. Alors, les objectifs ce soir, j'ai gardé ça simple. Les traitements les plus appropriés selon le contexte clinique, ce qu'on appelle la personnalisation. À quelle catégorie appartient votre patient? Quel est le meilleur traitement en 2022? Deuxième chose, la protection rénale. Il y a eu tellement de nouveautés, une révolution dans la protection rénale que je voulais passer du temps à en discuter ce soir parce qu'on ouvre la porte à des traitements du diabète maintenant utilisés chez les non-diabétiques. Et ça, c'est une révolution ici. Donc, voici les objectifs. La conférence, elle est pleinement accréditée ce soir et je vais avoir besoin de votre participation là, pour ce qui est du pôle Zoom quand les questions vont apparaître. Alors, ce soir, ce que j'ai fait, c'est ma divulgation ici. Mais je vous rappelle que je n'ai reçu aucun honoraire pour cette présentation. Tout est balancé, basé sur ce qui a été publié et basé sur les lignes directrices de Diabète Canada. Donc, ce soir, ce que j'ai fait, notre programme avait 8 sections. J'ai pris les sections qui avaient bougé plus au cours des dernières années. Donc, 4 patients, si on veut. Un patient avec maladie cardiaque, un patient plus âgé, gériatrique, âgé frêle, un patient avec insuffisance rénale et un autre qui a de l'obésité, de la stéatose hépatique. Je dirais que la majorité des patients diabétiques appartiennent à une de ces catégories-là. On en avait d'autres sujets, notamment sur la télémédecine, l'insuline, tout ça, mais c'était un petit peu trop pour ce soir. Donc, je me suis limité à ces 4 sections-là. Mais si vous avez des questions à la fin sur un sujet qui n'est pas couvert, il va y avoir pleinement de temps pour des questions que vous pourriez avoir sur le thème du diabète. Première section, donc, le patient avec maladie cardiaque. Alors, voici la situation. C'est un homme de 54 ans qui vous consulte sur référence de son cardiologue. Le patient est connu pour insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Il prend du metformine 850 BID, on dirait la dose québécoise. Hein? Il y a juste au Québec qu'on voit du 850 mg. Et un ANC à 7,2. Donc, vous pourriez dire, moi, on préfère un petit peu mieux pour ça, mais on vous demande à vous de choisir le meilleur traitement. Et c'est ma première question. Quel serait le traitement de choix en deuxième ligne dans cette situation-là? Iriez-vous pour un agoniste GLP-1, un renforcement non pharmacologique, qui est quand même très près, un inhibiteur SGLT2 ou un inhibiteur de DPP4? Donc, Camille va lancer le vote et je vous demande de voter. Donc, dans la situation actuelle, quel serait le meilleur choix pour un patient avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite? C'est bien, ça va dans toutes les directions.
Camille va arrêter le vote là, quand ça se calme un petit peu plus. Parfait. Donc, voici les résultats. 63 en fait, ont eu la bonne réponse et je vais vous montrer pourquoi. Vous auriez pu dire un renforcement non pharmacologique parce que vous étiez proche, mais vous ne pouvez pas ignorer l'inhibiteur SGLT2 et je vais vous dire pourquoi. Le GLP1, évidemment, est un bon choix aussi. On va voir que ça place aussi dans certains cas. L'inhibiteur de BP4 est de moins en moins populaire et je vais vous dire pourquoi. C'est simplement qu'il n'offre pas de protection vasculaire. Il n'est pas positif quand on regarde les études. Il est neutre à ce moment-là. Donc, le diabète va évoluer vers une maladie cardiovasculaire. On ne meurt pas du diabète en général, on meurt de complications vasculaires. Puis on pense que jusqu'à 80 des patients vont mourir d'une maladie cardiaque. L'autre pourcentage, probablement des cancers. On sait que le sucre élevé crée un stress oxydatif, l'inflammation, et évidemment contribue à l'athérosclérose, contribue à la rupture de la plaque. On s'est aperçu que l'insulinorésistance et l'obésité contribuent aussi à l'athérosclérose par des hormones qui sont sécrétées qui favorisent la progression de la plaque. Donc, lorsqu'on combine un diabète mal contrôlé, on va avoir des événements athéroscléreux, oui, mais on s'aperçoit que le sucre envahit également le myocarde et on peut développer de l'insuffisance cardiaque même sans maladie coronarienne. Ce qu'on sait, c'est que les deux peuvent donner des décès d'origine cardiovasculaire. Donc, lorsqu'on parle de diabète, maladie silencieuse, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on essaie d'améliorer le pronostic pour éviter l'apparition d'une maladie vasculaire, petit vaisseau ou gros vaisseau. Et lorsqu'on parle d'insuffisance cardiaque, on a deux types ici, puis on va y revenir, mais il y a la préservée et la réduite. Notre patient, nous, il est réduite ici. Donc, probablement maladie coronarienne, c'est ce qu'on appelle une dysfonction systolique, un défaut de pompe. Mais ne négligez pas la préservée aussi, défaut de relaxation. Celle-là, elle est beaucoup plus fréquente dans l'hypertension, dans le diabète, et crée un déficit de relaxation. Les deux types peuvent causer des hospitalisations et les deux types peuvent causer des décès. Donc, la réduite, on parle de 40 et moins, la préservée, 50 et plus. Entre 40 et 50, on est plus près de la réduite que de la préservée. Donc, vous pourrez couper ça à 50. En bas de 50 c'est réduit. En haut de 50 c'est préservé. Donc, c'est la différence. Et dans le diabète, on peut avoir les deux, un ou l'autre, c'est-à-dire soit par un envahissement myocardique, soit par une maladie coronarienne. Alors, lorsqu'on parle de patients avec maladie cardiovasculaire, deux classes vraiment ressortent, les fameux agonistes de GLP1, les inhibiteurs du SGLT2. Et là, on peut parler d'effets de classe à ce moment-là. Donc, lorsqu'on parle de protection, ce qui devrait être un réflexe chez les patients cardiaques, pour la deuxième ligne, c'est de considérer soit une combinaison orale comme un inhibiteur SGLT2, soit un injectable, comme le Lyra, le Soma, le Glula, ou vous les connaissez sous le nom plus Victoza, Ozempic, Trulicity. Pourquoi? Parce que dans toutes les études chez les patients cardiaques, ce sont ces molécules-là qui ont donné de la positivité aux patients en tentant de réduire les événements. Donc, si on regarde strictement l'effet en prévention secondaire, quand votre patient a fait un infarctus, votre patient a fait un AVC, vous choisissez un GLP1, vous êtes sûr de réduire le nombre d'événements par la suite. Donc, la molécule protège vos vaisseaux et empêche une évolution vers l'AVC ou la maladie coronarienne. Dans le cas du Lyra, ici, on a même réduit la mortalité. Dans le cas du Ozempic et du Trulicity, ici, ce qu'on a vu, surtout les AVC qu'on réduisait. Donc, c'est comme si le GLP1 avait un effet plus anti-athérosclérotique et réduisait les événements cardiovasculaires graves. Mais il n'est pas seul. Les SGLT2, c'est la même chose. Dans toutes les études avec AMPA, CANA, DAPA, Jardiance, Invokana, Forxiga, on s'en allait dans la même direction. Et là, on voyait que le signal était surtout par l'insuffisance cardiaque. Donc, il y a comme une activité, si on veut, complémentaire entre un GLP1 qui agit sur l'athérosclérose et un SGLT2 qui aurait un bénéfice surtout sur le volume. Donc, le volume, moins de pression au niveau du myocarde, moins d'insuffisance cardiaque. Et la plupart des événements bénéfiques étaient surtout réduits par une réduction de l'insuffisance cardiaque. Dans le cas de l'étude EMPA-REG, ici, on a même vu une mortalité avec l'empagliflozin.
Par contre, quand le patient a déjà une fraction d'éjection réduite, là, définitivement, c'est l'inhibiteur à GLT2. Ce n'est pas GLP1. Et il y a eu plein d'études pour le prouver. Ça, c'est l'étude d'Apa-Etcheff ici. 21 patients à traiter, alors que le patient était possiblement bien traité pour son insuffisance cardiaque. Et la médication a réduit la mortalité. Ça, c'est une étude avec DAPA. Et AmperReduce est arrivé après la même chose. 19 patients traités pour réduire des événements aussi. Donc, le réflexe, c'est se dire, j'ai de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Où est mon inhibiteur SGLT2? Et on va voir que ça ne s'est pas limité uniquement au diabète. Quand on a étudié les patients, et incluant les non-diabétiques, on a vu que l'inhibiteur de SGLT2, c'était au-delà de la fonction antidiabétique. Ce qui fait qu'on a maintenant une indication diabète et non-diabète en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et c'est ça les lignes directrices de l'insuffisance cardiaque qui ont changé. Ce qu'on recommande, ça c'est important pour ceux qui font de l'hôpital, si un patient est admis avec insuffisance cardiaque, on s'attend qu'il quitte l'hôpital avec les 4 traitements ici. Parce que chacun des traitements, que ce soit l'ARNI, l'Entresto, le bêta-bloqueur, une médication comme le spironolactone et l'inhibiteur SGLT2, chaque pilier diminue la mortalité. Et ça, peu importe que vous ayez diabète ou non. Alors, le gros message, les 4 axes, l'inhibiteur de SGLT2, même chez le non-diabétique. Vous avez vu que le furosémide n'est pas là. Le furosémide ne diminue pas la montée de l'insuffisance cardiaque. On utilise furosémide à l'hôpital pour la surcharge, mais si on utilise furosémide, c'est parce que le patient ne respecte pas ses mesures diététiques ou son sel. Je vous rappelle qu'inhibiteur SGLT2 et spironolactone, c'en est 2 diurétiques, mais 2 diurétiques qui diminuent la mortalité. Donc, basé sur une étude en diabète, incluant les non-diabétiques, on a changé les lignes directrices de l'insuffisance cardiaque. Et ce n'est pas tout. Il y a eu 2 autres études par la suite, Amper, Preserve et Deliver, qui ont démontré que chez les gens avec fraction préservée, on arrivait à diminuer les événements. On n'a pas diminué la mortalité, mais on a amélioré la qualité de vie et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que jusqu'à tout récemment, il n'y avait rien pour les patients avec fraction d'éjection préservée. Entresto ne marchait pas, spironolactone ne marchait pas, les ARA ne marchaient pas. Mais encore une fois, les inhibiteurs SGLT2 viennent prouver que vous ayez le diabète ou non, il y a un effet de protection myocardiaque. Alors, si on regarde ça, les messages clés, lorsque votre patient a déjà une maladie vasculaire, il a fait un AVC, il a fait un infarctus, il y a un avantage marqué pour le GLP1 et le GLT2, et également les 2 ensemble, ça se complète. Un effet cardio-rénal ici et un effet anti-athérosclérose ici. Si votre patient fait de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, définitivement inhibiteur à GLT2, vous allez diminuer la mortalité chez votre patient. Et finalement, s'il y a une fraction d'éjection préservée, encore une fois, l'inhibiteur SGLT2 pour améliorer la qualité de vie et réduire les événements. Et ça, peu importe si vous avez le diabète ou non. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie si vous utilisez un inhibiteur SGLT2 chez un non-diabétique. Le seuil est déjà normal. Donc, il n'y a absolument aucun risque d'hypoglycémie si on utilise une molécule comme ça chez le non-diabétique. Alors, c'est ça les messages clés. Comment les études en diabète, finalement, ont influencé la façon de traiter l'insuffisance cardiaque et comment on est arrivé avec des molécules qui abaissent l'hémoglobine A1C, mais qui réduisent les événements aussi et protègent l'axe cardio-rénal. Alors, ça, c'était pour le patient cardiaque. Deuxième partie, le patient gériatrique, ce qu'on appelle le patient âgé et frêle. Diabète Canada a émis des recommandations pour ce groupe-là ici, et on va voir où est-ce qu'on s'en va avec cette population. Donc, voici le cas clinique. C'est une femme de 84 ans qui a un diabète depuis 30 ans. Elle n'a pas de complications macro, mais micro, elle a de la rétinopathie. Elle a de la néphropathie quand même, un débit diminué, de l'albuminurie. Elle prend du metformine, du glyclazide, de l'aspirine, statine, IECA. Puis pourtant, 8,3. Elle n'est pas acide. MMSE, 24-30, fait qu'il y a un petit peu de désordre cognitif, un petit peu d'incontinence urinaire, elle a perdu du poids récemment. Les messages importants se réveillent parfois la nuit avec sueur.
Rappelez-vous qu'un patient qui a de la sudation la nuit ou des cauchemars nouveaux, ça pourrait être un signe d'hypoglycémie. Donc, 8,3, metformine, glyclazide, aspirine. À partir de ça, quelle serait votre conduite? Évidemment, il y a un risque, donc inhibiteur à SGLT2 pour protéger son cœur et ses reins, le GLP-1 pour protéger son cœur. Soit vous allez évaluer son indice et vous allez changer de glyclazide pour un DPP4, ou vous allez poursuivre le même traitement. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez cette patiente dans votre cabinet? On voit les gens voter. Parfait. Donc, on va partager les résultats. Donc, c'est partagé. Inhibiteur SGLT2, et vous avez raison, parce qu'un inhibiteur SGLT2 offre une protection cardiaque et rénale. Un GLP-1 offre une protection cardiaque, mais en prévention secondaire seulement. Et d'autres choisiraient un DPP4 qui est pourtant neutre, mais vous n'aimez pas le glyclazide ici. Donc, la vraie réponse, basée sur des lignes directrices, serait C. Et je viens justement de dire qu'un DPP4 n'offre pas de protection cardiovasculaire. Par contre, est-ce que tous les patients gériatriques peuvent bénéficier d'un traitement en raison des effets secondaires? C'est là qu'il y a peut-être encore une place pour les DPP4 chez ces patients-là. Alors, que disent les lignes directrices? D'abord, ils définissent la fragilité. La fragilité, c'est un terme associé au vieillissement qui parle d'un syndrome multidimensionnel, vulnérabilité accrue. C'est beaucoup de mots pour dire que le patient il est plus fragile et que les cibles devraient être changées en raison de la fragilité. Donc, lorsqu'on a un patient qui est plus âgé, Diabète Canada recommande d'abord évaluer la fragilité. Est-ce que c'est vraiment 7 pour tous les patients de 84 ans ou j'ajuste ma cible? C'est votre jugement clinique qui va le déterminer. Individualiser. Vous n'allez pas choisir la même cible chez tout le monde. Et Diabète Canada a fourni des cibles selon le groupe à laquelle vous appartenez. Surtout, évitez l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est mauvais pour la mémoire, donc aggrave de la démence ou de la prédémence, en plus de causer des événements vasculaires. Donc, c'est pour ça qu'on laisse monter là un C si jamais le prix à payer, c'est l'hypoglycémie. Évidemment, on fait attention. Les sulfonyluries comme glyclazide, glyburide s'accumulent, surtout s'il y a de l'efférence rénale, peut donner de l'hypoglycémie assez sévère. Les TZD, bon, on ne les utilise pas, mais il y a quand même une rétention, un plus grand risque d'insuffisance cardiaque. Et c'est là que les DPP4 entrent. J'ai un jeune patient qui est à risque d'événement, qui a fait un événement, je n'irai jamais DPP4, mais il y a peut-être un avantage chez cette personne âgée-là, parce qu'un DPP4 fait sécréter un peu d'insuline, mais coupe aussi le glucagon. Donc, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie avec un DPP4. Et si on va vers l'insuline, on garde ça simple en général. Et longue action, il y a beaucoup moins de risque d'hypoglycémie à ce moment-là. Si vous êtes en institution, pas besoin d'une diète diabétique. Vous êtes déjà rendu là. Laissez-les manger du gâteau. C'est important de ne pas laisser les sucres monter. Je vais vous montrer ce qui est recommandé. Mais avoir une diète diabétique lorsqu'on a de la démence en institution, ce n'est vraiment pas nécessaire. À ce moment-là, vous êtes déjà là de toute façon. Alors, voici les cibles. Hein. Si vous avez une personne âgée qui court des marathons, qui a une belle qualité de vie, vous allez le traiter comme si elle avait 40 ans. 7 on évite l'hypoglycémie, 4 à 10 pour les chiffres. Et avec maintenant les moniteurs LibreView d'Excam, souvent on va regarder le temps à cible. Et si on est à 70 cible, on est habituellement à 7 d'heure aussi. Par contre, quand vous rentrez dans dépendant, fragile, démence, ben là, on laisse monter les valeurs un peu. Vous voyez, on passe de 7,1 à 8,5 dans un C, qui est tout à fait adéquat. Et les sucres, on va se tenir entre 5 et 12, 6 à 14. On peut se permettre, on laisse monter un peu les glycémies, mais on ne va pas très bas aussi parce qu'on a peur de l'hypoglycémie. Et en fin de vie, on évite les glycémies trop hautes qui nous déshydratent, mais on n'a pas à demander l'hémoglobine A1C. Je dirais même que chez les patients qui ont de la démence, on n'est pas obligé de demander l'hémoglobine A1C. On peut juste surveiller les glycémies.
Ici, on est en zone 7-14, 6-14, ou ici, dans ce groupe-là, 5-12, on est tout à fait approprié. 5-12, c'est ce qu'on vise à l'hôpital, aux soins intensifs ou un patient hospitalisé, mais on ne laisserait jamais un patient âgé avec des glycémies 20-30 en disant « Oh non, je ne le traite pas, de toute façon, il ne ressent rien. » On ne sait pas ça. Donc, quand les valeurs sont très hautes, on peut se sentir déshydraté, on peut avoir soif. Et c'est pour ça qu'on a établi des lignes directrices ici chez le patient plus âgé. Évidemment, on peut déterminer qui peut prendre l'insuline. Si le patient a de la misère à faire le test de l'horloge ici, attention, lorsqu'il va s'ajuster son crayon, il pourrait y avoir des erreurs. Donc, c'est une façon de dire est-ce que le patient va vraiment être capable de gérer son insuline, de titrer? Ça peut être un test qu'on peut utiliser ici. Donc, le patient gériatrique, c'est distinct des jeunes. Ce qu'on a discuté en prévention secondaire ne s'applique pas chez tous les patients gériatriques. C'est sûr qu'on aimerait protéger leur cœur et les reins, mais ces patients-là sont beaucoup plus à risque de l'hypovolémie ou SGLT2. Ils perdent du poids déjà, on ne veut pas leur faire perdre du poids davantage avec un GLP-1. Donc, c'est notre jugement qui embarque ici. On veut prévenir l'hypoglycémie. Donc, on va choisir les agents en conséquence, peut-être une cible dans le C- strict ici. Et oui, il y a une place pour ces agents-là, mais il faut quand même considérer les effets secondaires. Et les personnes âgées sont beaucoup plus à risque des effets secondaires ici, dont la perte de poids qu'un GLP-1, les effets d'hypotension, d'incontinence avec SGLT2. Donc, c'est important de prendre ceci en considération. Dans les études de protection cardiovasculaire, on exclut souvent les patients très âgés qui ont des comorbidités importantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas extrapoler nécessairement les effets bénéfiques à une population très âgée. Mais au bout du compte, c'est votre jugement clinique qui compte et qui va déterminer quel traitement est le plus approprié pour le patient. Alors, ça, c'était les messages clés pour l'insuffisance cardiaque. Pour le patient gériatrique. On a parlé d'insuffisance cardiaque, on a parlé de protection vasculaire secondaire. Embarquons ici maintenant avec insuffisance rénale. C'est important parce qu'il y a eu des changements majeurs récemment qui vont permettre aux patients de protéger leurs reins à plus long terme. Alors, voici la situation clinique. Charles est un patient de 60 ans qui a un diabète type 2 depuis 10 ans. Il n'y a pas de complications macrovasculaires. Par contre, des petits vaisseaux, rétinopathie, néphropathie, un débit de filtration 42, un gros ratio à 38. Il prend du metformine, du glyclaside, DPP4, donc 3 agents, statine, iocine. Son AEC, 7,3 %. Et là, je vous dis, quelle est la conduite à tenir? Donc, encore une fois, 7,3, vous avez les agents, vous avez sa condition. Ce serait quoi le meilleur traitement? Est-ce qu'il est temps de le référer en néphrologie, d'ajouter un inhibiteur SGLT2, de remplacer le DPP4 par un GLP1, ou alors continuer le même traitement, peut-être en renforçant le non-pharmaco? Qu'est-ce que vous feriez avec ce patient-là? Ça se promène un petit peu dans toutes les directions, c'est bien. Parfait. Donc, on va partager, voici les résultats. Donc, la réponse B est la plus populaire est aussi la bonne réponse. Et un peu comme l'insuffisance cardiaque, rappelez-vous que l'inhibiteur SGLT2 offre une protection cardio-rénale. Donc, il demeure essentiel en insuffisance cardiaque et en insuffisance rénale. Et je vais vous montrer sur quel rationnel et comment ça a changé notre approche chez le patient qui a une maladie rénale. Donc, l'albuminurie, on est chanceux parce qu'on a un outil important qui nous permet d'établir s'il y a un dommage rénal. Diabète Canada parle de le vérifier à chaque mois sur 3 mois, juste pour être sûr. Souvent, on n'a pas le temps de faire ça, puis le patient n'a pas le temps d'aller au laboratoire. Par contre, c'est sûr que si votre patient a des critères ici, ça pourrait être une explication pour sa microalbuminurie. Mais ce qu'on sait, c'est que l'albuminurie est un reflet du risque vasculaire. Donc, plus le ratio est élevé, plus grand est le risque vasculaire. Donc, c'est un message, on devrait le faire. On devrait le faire de façon annuelle si c'est normal, et on devrait le faire aux 3 mois, comme l'hémoglobine A1C, pour tenter de la stabiliser ou de la normaliser.
Parce qu'on définit la néphropathie comme un ratio supérieur à 2. Si le ratio est à 4 ou 5, on peut le normaliser. Si le ratio est très élevé, genre 66, on peut le baisser. Mais à ce moment-là, on ne va pas récupérer nécessairement toute la perte qu'on a eue. C'est un peu comme la fonction rénale. Ce qu'on a perdu, on ne va pas la récupérer, mais on essaye de protéger ce qui reste de fonction rénale. Alors oui, il faut faire la microalbuminurie, il faut la faire souvent, il faut l'utiliser comme outil de protection vasculaire. Donc, très souvent, je vais l'utiliser en disant, vous avez un diabète, vous prenez peut-être pas ça au sérieux, mais il y a déjà un dommage rénal. C'est la première étape vers la dialyse. Et certains patients, ça peut leur faire un choc, mais ensuite, on va leur dire, on a moyen de protéger les reins, et voici ce qu'on propose à ce moment-là. Donc, pas faire peur aux patients, mais le mentionner quand même qu'il y a déjà un dommage vasculaire lié à son diabète, et c'est souvent le premier organe qui va être endommagé quand le diabète est mal contrôlé. Donc, le ratio est important. Et en général, quand vous dépassez un ratio supérieur à 30, votre risque vasculaire est très élevé. Regardez ici, là, un patient qui a un débit à 45, vous allez dire, ouais, il a perdu la moitié de ses reins, mais qui n'a pas de microalbuminurie, est moins à risque qu'un patient qui a une fonction normale, mais beaucoup d'albumine. Donc, c'est comme si le rein est un gros vaisseau, une grosse éponge, et il y a une corrélation directe entre le ratio et tous ces événements-là, dont la mortalité cardiovasculaire, etc. Donc, c'est important de demander, c'est important d'ajuster le traitement en fonction de ce qu'on va trouver lorsqu'on demande ces laboratoires-là. Alors, jusqu'à tout récemment, Diabète Canada, pendant 20 ans, n'avait que 3 recommandations pour protéger les reins. Atteignez votre cible, si c'est possible de façon sécuritaire, 7. Maîtrisez votre tension artérielle, c'est toujours d'actualité, 130 sur 80. Utilisez un inhibiteur ACA ou un ARA, dose maximale tolérée, pour diminuer la pression au niveau du rein et protéger. Un ISCA-ARA n'est pas simplement un antihypertenseur. C'est un médicament de protection vasculaire qui peut être utilisé chez les normotendus. Donc, un peu comme l'inhibiteur SGLT2, on l'utilise en insuffisance cardiaque alors qu'il n'y a pas de diabète. Bien que cette molécule-là était là pour l'hypertension, elle est maintenant une molécule de protection vasculaire. Par contre, avec les inhibiteurs SGLT2, là, on a appris quelque chose d'intéressant. Pendant 20 ans, on n'avait rien d'autre. IACA, ARA, c'est tout. Et là arrive l'étude Credence avec Cana, ici qui était un nouveau Cana, qui étudiait des patients avec néphropathie diabétique. Et là, surprise, on arrive à réduire la progression vers l'insuffisance rénale terminale. Donc, en plus de l'ISCA-ARA à pleine dose, l'ajout du Cana a donné des éléments de protection rénale. Dans ce cas-là, on a juste manqué le décès, la mortalité, mais on voyait quand même quelque chose de très positif. Et là, les néphrologues étaient très contents. Pendant 20 ans, rien. Et là, tout d'un coup, un traitement qui peut protéger la fonction rénale résiduelle chez notre patient. Alors, ça, c'est Credence. Ensuite est arrivé Dapaciquidé, qui est allé plus loin. Ça, c'est dapagliflozin chez les insuffisants rénaux. Par contre, là-dedans, on inclut des non-diabétiques. Et vous voyez où est-ce que je m'en viens avec ça? Donc, des patients quand même très malades, un débit entre 25 et 75, un ratio entre 22 et 565, et on cherchait des événements rénaux et des événements cardiaques. Les résultats étaient spectaculaires, encore une fois, 19 patients à traiter, un risque absolu qui est quand même très important, qui est diminué, pour protéger soit un événement rénal ou un décès d'origine rénale ou cardiovasculaire. Ça, c'est intéressant. Encore plus intéressant, on diminue la mortalité. Donc, même en 2022, avec tout ce qu'on sait des ISCA, ARA, l'ajout d'un inhibiteur SGLT2 s'est traduit par une réduction de la mortalité. Et l'autre nouvelle intéressante, il n'y avait pas de différence entre les diabétiques et les non-diabétiques. Pareil comme l'insuffisance cardiaque. Ce qui fait qu'on a ouvert l'indication maintenant d'un inhibiteur SGLT2, dans ce cas-là, le DAPA, chez des patients avec diabète, oui, mais sans diabète également. Et il n'y a aucune différence entre les deux groupes. 19 patients à traiter de chaque côté. Et juste pour vous montrer comment on peut faire une différence, ça vient de Credence ici. Admettons que vous avez un patient de 63 ans puis qu'il y a un débit de filtration glomérulaire là, qui diminue et vous choisissez de ne pas le traiter. Bien, dans environ 10 ans, le patient va être sous dialyse. Ça, c'est avant. Par contre, si vous décidez de le traiter, il va perdre beaucoup moins de fonction rénale
et vous allez lui donner 13 ans de qualité de vie avant d'évoluer vers la dialyse. Donc, si on ne fait rien, le patient se retrouve sur dialyse à 73. Si on applique le traitement, il se retrouve sur dialyse à 86. Donc, peu importe d'où vous partez, débit à 25, débit à 30, débit à 32, il y a un avantage de protection rénale avec l'inhibiteur SGLT2. Vous n'aurez pas un gros effet sur le diabète, mais vous allez avoir un gros effet sur la protection des vaisseaux. Alors, quand on regarde les études, tout va dans la même direction. Les études rénales ont démontré un net avantage SGLT2. On n'a pas encore d'études avec AMPA, avec Jardiance. Et même dans les études cardiovasculaires, on voyait le même signal. Le fait d'avoir une population cardiaque et qu'on choisissait le SGLT2 et même le GLP1, non seulement on aidait les vaisseaux, les gros, mais on avait aussi un impact sur la maladie rénale. Fait qu'encore une fois, ça revient toujours, inhibiteur SGLT2, agoniste GLP1. Mais spécifiquement dans l'insuffisance rénale chez des populations, celui que la cote, c'est évidemment l'inhibiteur SGLT2, qui est vraiment reconnu pour sa protection rénale ici. Donc, ce serait une erreur d'avoir un patient insuffisant rénal, peu importe la cause, et de ne pas lui donner un inhibiteur SGLT2, parce que justement, il y a un effet de diminution de mortalité, il y a un effet de protection rénale que le patient va voir à long terme. Et c'est pour ça que quand vous voyez ce tableau-là qui continue de grossir et grossir, bien, le message important, c'est qu'on peut aller beaucoup plus bas maintenant avec les SGLT2, 25 pour Forxiga, 30 pour Jardiance, même presque la dialyse pour Cana ici. Donc, ceux-là et les incrétines comme les DPP4, les GLP1, on peut aller très loin dans la défaillance rénale. Je porte juste votre attention sur la metformine, encore une fois, en bas de 30, c'est recommandé de l'arrêter, ça nous déçoit, ça fait perdre le contrôle au patient, mais il y a un risque d'acidose lactique. Metformine n'endommage pas les reins, mais s'accumule en insuffisance rénale. Et évidemment, attention aux gliburides, je suis convaincu que vous ne l'utilisez pas, mais même glyclaside en bas de 60, il y a un risque d'hypoglycémie, il a tendance à s'accumuler. Donc, attention au sulfonylurée lorsque vous avez des patients insuffisants rénaux. Donc, message clé, il y avait un besoin non comblé. Pendant 20 ans, on n'avait que les ISCA ARA. Les trois piliers n'avaient pas changé. A1C, tension artérielle, ISCA ARA. Maintenant, avec l'ISGLT2, quatrième pilier ici. Exactement comme l'insuffisance cardiaque. 4 piliers de traitement en insuffisance rénale, 4 piliers de traitement. Les DPP4, évidemment, sont à considérer. Des incrétines aussi, qui atteignent une maladie rénale. Ils maintiennent leur efficacité inoculée. Ça veut dire que si jamais votre patient, votre but est déjà sur un inhibiteur SGLT2 et que tout d'un coup, il vous manque l'hémoglobine A1C, vous voulez la baisser, les incrétines peuvent vous amener à cible à ce moment-là. Donc, les inhibiteurs SGLT2 ont besoin d'une fonction rénale pour avoir un effet sur l'A1C. Alors que les incrétines, eux, vont baisser l'A1C, même si c'est en dysfonction rénale. Donc, ils ne perdent pas leur efficacité. On peut les utiliser, mais évidemment, pour protéger les reins, c'est vraiment les inhibiteurs SGLT2 qui sont le premier choix. Alors, c'est ça le gros changement. Donc, avec les études rénales, on a vu un quatrième pilier qu'on pouvait protéger et faire en sorte de protéger la fonction rénale résiduelle chez nos patients. Dernier chapitre, le patient avec obésité et stéatose hépatique. Je suis convaincu que dans votre pratique, vous avez plusieurs patients qui ont le diabète, des problèmes de poids et même ce qu'on appelle un foie gras. Alors, voici le cas clinique ici. Vous avez une patiente de 54 ans qui consulte spécifiquement pour son poids. Depuis la ménopause, elle a gagné 20 kg. C'est vrai, hein, la ménopause ralentit le métabolisme, le retrait des estrogènes. On est beaucoup moins efficace pour perdre du poids. Puis en plus de ça, les enzymes hépatiques, la ALT, sont un peu augmentées, puis l'échographie dit un petit peu de stéatose hépatique. Elle ne consomme pas d'alcool, elle a un diabète de type 2 à cible, où elle prend du metformine 850 PID. Donc, on a un diabète à cible, on a un tableau d'obésité et on a de la stéatose hépatique. Quel agent serait le plus en mesure d'améliorer son tableau de stéatose hépatique? Vous ajoutez quelque chose, c'est celui qui va aider le plus le foie. Pensez-vous que c'est l'agoniste GLP1, le sécrétagogue, l'inhibiteur SGLT2 ou l'inhibiteur de DPP4? Qu'est-ce que vous en pensez?
Parfait. Ça va dans un petit peu toutes les directions. On va voir. Parfait. Donc, 2 tiers ont choisi l'agoniste GLP-1. Vous avez tout à fait raison, mais c'est un effet indirect. Parce que d'abord, il n'y a aucun traitement pharmacologique pour la stéatose hépatique. La seule façon d'améliorer, c'est de perdre du poids. Et celui qui va vous faire perdre le plus de poids, c'est l'agoniste GLP-1. Donc, c'est un effet indirect, si on veut, qui fait en sorte que parce que vous allez perdre du poids avec la molécule, vous allez améliorer la fonction hépatique, améliorer les enzymes et dégraisser, si on veut, le foie. Mais si vous cherchez une pilule qui dégraisse le foie présentement, il n'y en a pas là, sur le marché présentement. Donc, ça, c'est les études de GLP-1 qui démontrent qu'on peut perdre beaucoup de poids, que ce soit avec le doulaglutide, le semaglutide. Et ce qui est bien, c'est que plus votre indice de masse corporelle est élevé, bien, plus vous risquez de perdre du poids. Il y a un net avantage semaglutide ici Ozempic, qui s'appelle aussi Saxenda pour l'obésité, par rapport à Trulicity, mais on va voir des choses quand même intéressantes dans les prochaines années. Donc, en réalité, un GLP-1, c'est la molécule qui fait perdre le plus de poids, et c'est pour ça qu'elle est indiquée maintenant aussi dans l'obésité. On a déjà Saxenda, qui est Victoza pour l'obésité. Le Ozempic pour obésité s'en vient aussi. Les effets sont spectaculaires si vous tolérez bien la médication. Les patients ont perdu jusqu'à 35 livres. Et là, on crée des nouvelles molécules, des G1P, GLP, le tirzépatide, qui va lui aussi avoir des effets spectaculaires sur la 1C et la perte de poids. C'est dommage qu'on en soit rendu là avec des molécules dispendieuses, mais c'est des molécules qui fonctionnent. Et ce qui s'en vient va être encore plus spectaculaire pour faire perdre du poids, ce qui va aider le foie des patients ici. Donc, la stéatose hépatique non alcoolique, elle peut évoluer vers la cirrhose. Aux États-Unis, maintenant, je pense qu'elle a dépassé l'alcool comme cause de cirrhose. Le seul traitement, c'est la perte de poids, incluant la chirurgie bariatrique. Si le patient est prêt à la chirurgie bariatrique, il peut perdre 20-25 % de son poids. Ça va avoir un impact majeur sur le foie. Il y a des bienfaits, ça, c'est la médication contre l'obésité. Que vous choisissez Saxenda, Contrave, Ozempic, vous avez tous, on démontre tous une réduction des ALT, puis une amélioration au niveau des enzymes. Évidemment, on évite la consommation d'alcool. Il n'y a rien de pire que d'avoir une stéatose hépatique non alcoolique à cause de l'obésité ou du surpoids, et en plus mettre de l'alcool par-dessus. Donc, le message, c'est qu'on va améliorer le foie si on améliore les mesures non pharmacologiques. Par contre, si vous avez besoin d'aide, n'importe quel agent qui va vous faire perdre du poids va être bénéfique pour le foie. Parce que l'obésité, c'est en pleine croissance. Puis la pandémie actuelle n'a certainement pas aidé. Les patients ont de la difficulté à gérer le poids. Et c'est pour ça qu'on leur recommande plus rapidement des mesures pharmacologiques pour les aider à perdre du poids. Parce qu'on a échoué au niveau non pharmacologique, des fois, c'est trop difficile à soutenir pour le long terme. L'obésité a des conséquences métaboliques. On les voit là, avec la stéatose, avec les ovaires polykystiques, le diabète, etc. Mais ça a des conséquences aussi psychosociales et mécaniques. Les gens qui se retrouvent avec une chirurgie orthopédique, l'apnée du sommeil, etc. Donc, quand on perd du poids, on améliore la mécanique, le métabolique et le psychosocial. C'est pas facile, par contre, de perdre du poids. La génétique joue un rôle. Les gens vont dire pourquoi je gagne du poids à 40 ans? À quel âge votre mère gagner du poids? À 40 ans aussi. Des fois, la génétique peut vous rattraper plus tard. C'est sûr que nous, on ne peut pas jouer sur des comportements. On peut être des coachs. Par contre, puis l'environnement, c'est difficile. On ne peut pas contrôler ce que le patient mange, etc. Par contre, on peut les aider sur le plan psychologique. Puis évidemment, la chirurgie bariatrique ou les médicaments agissent sur la physiologie. Alors, ce soir, j'ai parlé de ligne directrice en diabète, en insuffisance cardiaque, mais il y en a eu en obésité aussi. Ce qui est important de dire aux patients, c'est que perdre 5 à 10 % de son poids, c'est excellent. Le patient n'est pas réaliste des fois. Il pense qu'une pilule ou un injectable va lui faire perdre 30 % de son poids. C'est 5 à 10 %, mais l'impact est majeur, que ce soit sur les aspects métaboliques ou mécaniques. Il y a des avantages à perdre 5 à 10 %. Imaginez si chaque patient avec obésité perdait 5 à 10 %, on aurait des impacts d'économie assez incroyables sur plusieurs complications. Alors, c'est pour ça que les lignes directrices en obésité, on présente encore ce soir en obésité, renforcent l'utilisation pharmacologique plus rapidement.
C'est sûr qu'on encourage des mesures comme la diète, l'activité physique, mais d'un autre côté, si on a échoué, il ne faut pas hésiter à aller vers la médication à ce moment-là. Et il y a deux phénotypes, dans le fond, en obésité. Il y a le phénotype métabolique, patient qui est diabétique, prédiabète. Le LIRA est la première intention. C'est le Saxenda ici, qui est un GLP-1 injectable. Par contre, si vous êtes un mangeur plus émotif, fringale, dépression, tabagisme, c'est naltrexone, bupropion en première intention. C'est contraire. Et si ça ne fonctionne pas, on peut aller vers l'autre, ou on peut même combiner la première intention avec la deuxième intention. Le problème, c'est que la pharmacologie est couverte par certaines assurances privées. Le régime public ne reconnaît pas l'obésité comme une maladie chronique. Alors, malheureusement, il y a encore un problème d'accès à la pharmacologie pour les gens qui n'ont pas les moyens de se le payer. Mais c'est très efficace. Et jumelé avec des bonnes mesures non pharmaco, on peut aller chercher facilement un 10 de perte de poids chez ces patients. Donc, en obésité, diabète, perdre du poids. Puis perdre du poids, ça aide pour le diabète aussi. Je dis aux patients, vous pouvez perdre 5 à 10 vous n'aurez pas besoin de médicaments. Par contre, si la motivation n'est pas là, bien, je vais devoir vous prescrire metformine puis un autre agent ou un GLP-1 pour essayer de perdre du poids. Le GLP-1, c'est celui qui fait perdre plus de poids. Et ce n'est qu'un début, là. Avec Ozempic, c'est quand même assez spectaculaire. Mais imaginez quand on aura Ozempic 2,4 mg en obésité, puis le patient peut perdre 35 livres. Évidemment, il faut qu'il le tolère. Quand on va voir le nouveau double inhibiteur G1P, GLP, le tirzépatide, là aussi, le patient va perdre jusqu'à 20-22 livres. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour essayer d'améliorer l'obésité et le diabète. Les sécrétagogues et l'insuline ne sont pas mes favoris. Puis là, je parle pour mes collègues du Québec qui n'ont pas le choix de prescrire glyclazide en deuxième ligne. Rappelez-vous qu'un sécrétagogue et l'insuline font gagner du poids, causent l'hypoglycémie et épuisent les cellules bêta plus rapidement. Donc, essayez de ne pas utiliser glyburide, glyclazide à la limite, mais pour nous, en Ontario, le glyclazide est vraiment une quatrième ligne. On n'ira pas vers un médicament comme ça en deuxième ligne. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais discuter, puis je suis parfait dans mon temps à 45 minutes. Donc, ce soir, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a personnalisé un peu l'approche et j'ai intégré les nouveautés, j'ai intégré les lignes directrices dans chacune des catégories. Donc, si on résume, on a parlé du patient en prévention secondaire, on a parlé du patient âgé, trouble cognitif, on a passé beaucoup de temps sur la maladie rénale et on a conclu par l'obésité et le diabète. Mais je suis convaincu que vous avez des questions qui n'auront peut-être pas été répondues. Donc, c'est votre chance dans la fonction chat de taper vos questions et dans n'importe quel sujet. Donc, ça peut être sur ce qu'on a discuté ce soir, ça peut être une autre facette du diabète ici. Et puis, si vous voulez aussi allumer votre microphone, c'est possible. Je vais demander à Camille de gérer les caméras et les micros. Donc, je vais commencer ici par une question. Pourquoi ne proposez pas d'arrêter le glyclazide avec sa clairance de la créatinine altérée? En fait, c'est ce qu'on avait proposé. Dans le cas clinique, on proposait d'arrêter le glyclazide et de le remplacer par un DPP-4. Plusieurs raisons. Parce que le glyclazide s'accumule en insuffisance rénale, donc augmente le risque d'hypoglycémie. Donc, si vous vous rappelez de l'énoncé, la bonne réponse, c'était arrêter le glyclazide et remplacer par un DPP-4. On n'aime pas le glyclazide à cause du risque d'hypoglycémie. On ne l'aime pas par l'accumulation en insuffisance rénale. Puis je vous dirais en fait que l'insuline basale longue action est beaucoup plus sécuritaire. J'ai vu une patiente aujourd'hui qui prenait glyclazide et puis qui avait de l'hypoglycémie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remplacé par une insuline basale qui a moins de risque d'hypoglycémie à ce moment-là. Dans le cas rénal, oui. Effectivement, je ne sais pas la dose que la patiente prenait à ce moment-là. Le cas qui avait été créé assumait qu'il n'y avait pas d'hypoglycémie, mais c'est sûr que si un patient avec maladie rénale présente de l'hypoglycémie, à ce moment-là, on n'a pas le choix de modifier la dose ou de le remplacer par une autre classe à ce moment-là. Les cas sont couverts par ODB. Donc, si on regarde pour l'Ontario spécifiquement, tous les SGLT2 sont couverts. Le GLP-1 qui est couvert, c'est semaglutide Ozempic. Alors, on est chanceux parce qu'on a accès à ces deux classes-là. DPP-4, c'est couvert, metformine, c'est sécrétagogue. Par contre, si vous regardez le traitement de l'obésité, il n'y a rien de couvert. Donc, Contrave, Saxenda ne sont pas disponibles.
il faut payer ou avoir une assurance privée. Les nouveaux agents à venir ne seront pas couverts par le régime public. J'ai beau parler du Ozempic pour l'obésité à 2,4 mg, attendez-vous pas une couverture là, publique. Ça ne va pas être tout de suite. Puis le tirzépatide aussi, la nouvelle molécule, ne sera pas au régime public non plus. Donc, ça va prendre un certain temps. Évidemment, c'est des molécules très dispendieuses et ODB regarde ses sous un peu. Bien qu'il y ait des effets très positifs, ils ne veulent pas toujours payer à ce moment-là. Bonne question. Hein? Quel GFR est-ce qu'on commence SGLT2? 25. Donc, c'était 60 avant, c'était 45, 30. On est rendu à 25 basé sur de la Posicidi. Un petit mot sur la chute du débit, hein, parce que quand vous allez commencer un médicament comme mettons Forxiga 25, vous refaites une prise de sang 4 semaines plus tard et vous êtes à 22. Est-ce qu'on l'arrête? La réponse, c'est non. Parce qu'à long terme, ce 22-là va faire beaucoup de chemin. Si vous ne faites rien, le patient va se détériorer beaucoup plus rapidement. Et je vous dirais qu'on a tellement d'évidence que même le SGLT2 pourrait être utilisé en dialyse qu'on n'a plus peur du chiffre à ce moment-là. Donc, je ne regarde plus nécessairement le débit. Je m'assure de bien les surveiller, de surveiller ma fonction rénale, de m'assurer que le patient cesse le SGLT2 s'il y a un état de déshydratation, ce qu'on appelle le SADMANS. Mais en réalité, si je ne fais rien, il va se retrouver sur dialyse dans 2 ans. Si je fais quelque chose, il va peut-être se retrouver sur dialyse dans 6 ans, en espérant qu'il ne se retrouve pas sur dialyse. Sa mortalité sur dialyse, c'est 50 à 2 ans. Donc, j'essaie quand même de les protéger. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vrai qu'un SGLT2 utilisé quand le débit est très bas va emmener le patient en dialyse directement. Ça arrive dans 1 des cas. C'est peut-être parce que le patient a une sténose des artères rénales. Donc, on va beaucoup plus loin dans le débit. Et c'est un peu le tableau que je vous avais montré, là, où on voyait là, que 25 et plus, on pourrait aller à ce moment-là. Commentaire sur la pression précovinaire versus à la maison, le patient plus anxieux. Oui, effectivement, le syndrome du cerveau blanc, le white coat syndrome, c'est 50 de vos patients. Donc, je suis rendu que j'ignore les tensions prises à mon bureau. Donc, je leur demande de vérifier à domicile. C'est beaucoup plus fiable. On n'a pas accès encore à la tension artérielle sur 24 heures. Malheureusement, ce n'est pas un service couvert en Ontario. Donc, je leur dis, si vous avez un glucomètre, vous pouvez avoir un tensiomètre, ce n'est pas dispendieux. Vérifiez 4 fois par semaine à différents moments. Ignorez la première valeur, revérifiez 5 minutes après, puis écrivez les chiffres. Souvent, une disconcordance. Les tensions artérielles sont bonnes à la maison, puis élevées au bureau. Il n'y a aucun risque vasculaire avec l'hypertension du sarreau blanc. Aucun risque. La masquée est plus dangereuse. Ce sont des patients qui ont une pression normale chez vous et élevée à domicile, probablement à cause des stresseurs. Eux sont à risque vasculaire, mais pas l'autre. Le sarreau blanc, il n'y a aucun danger. Donc, demandez-leur de vérifier à la maison, à la pharmacie. C'est inconscient. Les patients ne sont pas stressés de vous voir. On ne connaît pas le mécanisme, mais la pression est plus élevée au cabinet. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réalise que j'ai passé beaucoup d'informations, mais c'était basé vraiment sur ce qui était de plus récent. S'il y en a qui veulent ouvrir leur microphone aussi pour poser la question, vous pouvez. Ce n'est pas besoin de taper. Là. On est en famille, là, donc il n'y a pas de problème. Puis je rappelle, c'est ça que la conférence va être accréditée. Lorsque vous allez remplir votre formulaire d'évaluation, Camille va vous envoyer le lien. Donc, d'ici quelques jours, l'enregistrement va être disponible. Donc, si vous avez manqué la première partie, vous allez pouvoir vous rattraper. Et pour ceux qui sont en différé, vous avez accès quand même à la période de questions. Donc, c'est important de compléter l'évaluation. On utilise ça pour s'améliorer. Et puis, ceux qui sont membres de Médecins francophones, on va présenter une présentation semblable à Gatineau au mois de septembre. C'est le Dr. Jean-Roy qui va être le modérateur. Donc, les membres de Médecins francophones sont bienvenus. Et ceux qui voudraient devenir membres de Médecins francophones sont bienvenus aussi. Ça va être à la fin septembre. Là. Vous avez juste à regarder le site de Médecins francophones et Conférences en diabète. C'est un programme que j'ai créé avec mes collègues de Montréal. Et on va peut-être changer les cas à ce moment-là, là, parce qu'on a d'autres cas qu'on pourrait utiliser. Donc, dernière chance, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire. Donc, merci encore. Ah oui, j'avais une question aussi. Je me demandais quel était le patient obèse. Oui, c'est un bon point. Ozempic pour patients obèses, hein, les petits futés qui utilisent un médicament de diabète en obésité. C'est une fraude d'assurance, malheureusement.
Le seul médicament pour patients obèses non diabétiques, c'est Saxenda. C'est exactement la même molécule. Ozempic pour patients obèses, c'est déjà aux États-Unis. Ce n'est pas un problème à condition que le patient paye. Mais vous n'avez pas le droit de dire à l'assurance, je prescris Ozempic pour obésité alors que le patient n'est pas diabétique. Parce que Ozempic est un médicament pour le diabète et pas un médicament pour l'obésité. Donc, l'assurance pourrait revenir contre vous et dire, docteur, vous avez fait une fraude d'assurance, vous avez prescrit un médicament de diabète chez un non-diabétique. Je ne pense pas qu'ils vont enquêter. Par contre, si le patient veut payer le médicament, il n'y a aucun problème. Il y a des patients qui payent leur Saxenda et leur Contrave, qui prennent les deux. Ça leur coûte 800 $ par mois. Par contre, ils perdent beaucoup de poids et sont très contents. Ribelsus, ouais, c'est un bon point, hein, le fameux GLP-1 oral. Pourquoi je ne l'utilise pas? D'abord, l'évidence n'est pas claire. Dans les études, on n'a pas prouvé qu'il y avait supériorité. Deuxièmement, ce que vous dites aux patients, c'est que tu n'auras jamais besoin d'injectable. Le patient est rendu à s'injecter une fois par semaine. C'est de le convaincre, mais le patient, après, il va passer à l'insuline une fois par jour. Si vous dites au patient, c'est pas grave, tout va être en pilule, je vais te donner Ribelsus. Mais le jour où vous allez passer à l'insuline une fois par jour, ça va être la catastrophe parce que lui, il va s'attendre à avoir une autre solution. Donc, moi, je trouve ça tellement utile d'avoir un injectable une fois par semaine parce que quand je fais la transition à l'insuline une fois par jour, c'est tellement facile, ils sont déjà habitués. C'est pour ça que je ne l'utiliserai pas. Parce que c'est comme si on disait au patient, ah, c'est pas grave, il y aura toujours une pilule pour toi. C'est pas vrai. Un bout de temps, il faut utiliser des molécules beaucoup plus grosses qui ne rentrent pas dans une pilule, puis on n'a pas le choix d'aller vers les injections. Donc, c'est pour les habituer à ce moment-là. Il va y avoir l'insuline une fois par semaine, avant l'insuline en pilule. Donc, l'insuline une fois par semaine, ça s'en vient peut-être d'ici 1 à 2 ans, mais ça va être un injectable à ce moment-là. Tous les nouveaux médicaments pour l'obésité, ça va être une fois par semaine aussi. Donc, déjà, c'est une fois par semaine. Il faut les habituer à ça. Et éventuellement, on passera par la suite à une fois par jour. Donc, Ribelsus, non, je ne l'ai pas utilisé, puis je ne pense pas l'utiliser non plus, parce que je sais ce qui s'en vient. La prochaine étape, c'est l'insuline. Donc, je ne veux pas les habituer avec des pilules, parce qu'il va dire, oui, la pilule d'insuline, elle ne sera pas là avant 10-15 ans encore, malheureusement. Donc, on a parlé d'Ozempic, on a parlé de Ribelsus, on a parlé en long et en large des SGLT2 et des GLP. Voilà. Donc, parfait. Donc, c'était le dernier webinaire de l'année académique. S'il vous plaît, joignez-vous à nous à partir de septembre. C'est toujours le dernier mercredi, à moins d'exception, de septembre. On va reprendre les webinaires des affaires francophones et on a plein de sujets intéressants là, pour la nouvelle année. Alors, on va mettre le programme en ligne cet été. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre participation. Merci à ceux qui regardent en différé. Merci à Camille de m'avoir supporté avec le pôle. Et je vous invite à remplir l'évaluation et vous allez recevoir votre crédit d'attestation. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.